Salut, c'est Cassius F, ton relier. Suite de la lecture des souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski. Chapitre 7. Nouvelle connaissance. Petrov. Cependant, les jours passaient et petit à petit, je m'habituais à cette nouvelle vie dont les scènes ne m'offusquaient plus autant. Les événements, le milieu, les individus, tout me laissait indifférent. S'il me semblait impossible de me faire à une pareille existence, il n'en était pas moins grand temps de l'accepter, puisque je trouvais devant l'inévitable. Je dissimulais mes inquiétudes au plus profond de mon être. Je n'errais plus comme un perdu. Je ne laissais plus voir mon chagrin. Les regards férocement curieux des forçats ne s'arrêtaient plus si souvent sur moi, et leur affection d'insolence à mon égard s'émoussait. Je leur étais aussi devenu indifférent, ce dont je me réjouissais fort. J'allais et je venais comme chez moi dans la maison de force. Je connaissais ma place sur le bas-flanc, je m'étais fait à des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir accepter. Tous les 8 jours, j'allais me faire raser une moitié de la tête. Le samedi, pendant notre temps de repos, on nous faisait passer à tour de rôle au corps de garde. S'abstenir entraînait une punition. Ou les barbiers du bataillon, après nous avoir savonné le crâne à l'eau froide, le raclaient sans pitié avec des rasoirs émoussés. Le seul souvenir de cette torture me donne encore la chair de poule. Cependant, j'y trouvais vite un remède. Hakim Hakimich m'indiqua un détenu de la section militaire qui, pour un kopek, vous rasait à l'ordonnance avec un rasoir qu'il possédait en propre et qui constituait son gagne-pain. Il avait beaucoup de clients parmi les forçats, gens pourtant peu douillets, mais qui tenaient à échapper aux barbiers régimentaires. On qualifiait de major notre frater, mais je ne sais trop en quoi il pouvait rappeler le véritable. Tout en écrivant ces lignes, je revois ce major, un grand garçon maigre et silencieux, plutôt stupide, toujours plongé dans ses occupations, tenant à la main une courroie sur laquelle jour et nuit il affilait un rasoir admirablement tranchant. Sans doute avait-il trouvé dans cette profession le but définitif de son existence. Il se montrait positivement radieux quand quelqu'un venait s'en remettre à ses soins. Son rasoir était toujours bien affilé, son eau de savon toujours chaude, sa main douce comme du velours. On le sentait fier de sa dextérité. Il recevait d'un air distrait le copec gagné et semblait travailler plus pour l'art que pour l'argent. A sentit ses côtes le jour où, faisant ses rapports acquis de droit, il appela imprudemment. A sentit ses côtes le jour où, faisant ses rapports acquis de droit, il appela imprudemment notre barbier par son surnom. Le vrai major perdit toute retenue.
Sais-tu bien, crapule, ce que c'est qu'un major s'écria-t-il, la bouche écumante, tout en infligeant à un châtiment de sa façon. Comprends-tu ce que c'est qu'un major? A-t-on idée de ça? Appeler major une fripouille de forçat, et cela en ma présence? Seul A était capable de s'entendre avec un homme pareil. Je me pris dès le premier jour à rêver à ma libération. Compter de 1000 façons différentes, le temps qui me restait à faire devint mon occupation favorite. Je ne parvenais point à penser à autre chose. Je crois que tous les gens privés de liberté sont dans le même cas. J'ignore si les forçats pensaient et comptaient comme moi, mais dès le premier moment, l'inconcevable légèreté de leurs espoirs ne laissa pas de m'émouvoir. Les espérances d'un prisonnier n'ont rien à voir avec celles d'un homme libre. Celui-ci peut, bien entendu, escompter un changement de sort ou la réalisation d'une ambition quelconque, mais il vit, il agit. La vie réelle l'entraîne dans ses remous. Il n'en va pas de même pour le prisonnier. Il n'en va pas de même pour le prisonnier. Admettons que la vie de prison ou de bagne soit aussi de la vie, mais quel que soit le forçat et quel que soit le nombre d'années de sa détention, il se refuse d'instinct à considérer son sort comme positif, définitif, comme faisant corps avec son existence. Au bagne, tout forçat sent qu'il n'est pas chez lui. Il se croit pour ainsi dire en visite. Il envisage les 20 années de sa peine comme si ce n'était que deux. Il reste convaincu qu'à 50 ans, quand on sonnera l'heure de sa libération, il sera aussi jeune qu'aujourd'hui, où il n'en a que 35. J'aurai encore du bon temps, pense-t-il. Et il chasse avec entêtement tous les doutes, toutes les tristes pensées qui l'assaillent à ce sujet. Même les condamnés à perpétuité, ceux de la section spéciale, tiennent pour certains qu'un jour ou l'autre, un ordre venu de Saint-Pétersbourg les enverra aux mines de Nertchinsk et qu'un terme sera fixé à leur détention. Alors ce sera fameux. D'abord, il faudra bien 6 mois pour atteindre Nertchinsk, puis la vie de convoi est bien préférable à celle du bagne, puis une fois le temps de Nertchinsk fini, alors... J'ai entendu des vieillards à cheveux blancs raisonner de la sorte. J'ai vu à Tobolsk des hommes enchaînés au mur, à côté de leur couchette, par une chaîne longue de 2 mètres. On les punit ainsi pour quelques crimes horribles commis depuis leur déportation. Ils restent là de 5 à 10 ans. C'était pour la plupart des bandits de grand chemin. Un seul, qui avait tenu je ne sais quel emploi, paraissait de meilleur aloi. Il parlait avec un sourire mielleux, d'un ton résigné et zézéant. Il nous montra sa chaîne et la façon la plus commode de se coucher. Ce devait être une jolie fripouille. Tous se conduisent parfaitement et semblent de bonne humeur, quoique chacun soit rongé par le désir de voir finir son temps de chaîne. À quoi bon, semble-t-il? C'est qu'alors,
Il sortira de cette cellule étouffante au bazar saut de briques pour aller se promener dans la cour. Cela, seulement cela, puisqu'il ne doit plus franchir les portes du bagne. Il sait très bien que ceux qui ont été enchaînés resteront là, qu'ils y mourront dans leur fer. Il le sait et néanmoins, il désire ardemment en finir avec son temps de chaîne. Sans cet espoir, en effet, pourrait-il rester 5 ou 6 ans attaché et ne pas mourir, ne pas devenir fou? Pourrait-il vraiment y résister? Pour ma part, je comprenais que seul le travail pouvait me préserver, fortifier ma santé et mon corps. L'inquiétude morale perpétuelle, l'irritation des nerfs, l'air méphitique de la caserne m'auraient abattu complètement. Le grand air, la fatigue, l'habitude de porter de lourds fardeaux, voilà ce qui me sauvera, me dis-je. Cela me conservera la vigueur et la jeunesse pour le moment de ma libération. Je ne me trompais pas. Le travail et le mouvement m'ont été fort utiles. J'ai vu avec effroi un de mes compagnons, ancien noble, se consumer au bagne comme une chandelle. Il y était entré en même temps que moi, encore jeune, beau et fort. Quand il a sorti, ce n'était plus qu'une loque asthmatique, aux cheveux blancs, aux jambes flageolantes. Non, pensais-je en le regardant, je veux vivre et je vivrai. Au début, pendant d'assez longs mois, mon ardeur au travail me valut de la part des forçats un redoublement de mépris et de quolibet, mais je n'y prenais pas garde, et m'en allais allègrement où l'on m'envoyait brûler et concasser de l'albâtre, par exemple. Ce métier, un des premiers que j'appris, est assez facile. Du reste, les officiers du génie allégeaient autant que possible la corvée assignée aux nobles, et cela moins par indulgence que par esprit de justice. Il lui était étrange d'exiger d'un homme moitié moins vigoureux et qui n'avait jamais travaillé de ses mains la même somme d'efforts que d'un manœuvre rompu à ses besognes, qui n'avait jamais travaillé de ses mains la même somme d'efforts que d'un manœuvre rompu à ses besognes. Mais cette gâterie se faisait plutôt en cachette, car on nous surveillait étroitement. Assez souvent, la corvée était particulièrement pénible. Alors les nobles souffraient 2 fois plus que les autres forçats. On envoyait d'ordinaire à l'albâtre 3 ou 4 hommes âgés ou peu vigoureux, et l'on nous adjoignait à eux, et l'on nous adjoignait à eux. Mais nous avions pour moniteur un vrai ouvrier qui connaissait son affaire. Pendant plusieurs années de suite, ce fut généralement le même, un certain Almazov, individu sévère, allé, sec, déjà vieux, parlant peu et difficile sur le travail. Il nous méprisait profondément, mais comme il n'aimait pas les discours, il ne se donnait pas la peine de nous injurier. Le hangar dans lequel nous pilions l'albâtre, le hangar dans lequel nous pilions l'arbâtre, s'élevait sur la berge escarpée et déserte de l'Irtych. L'hiver, surtout pendant les journées sombres,
La vue du fleuve et de l'autre rive lointaine provoquait la nostalgie, une impression de tristesse déchirante émanait de ces plaines sauvages et vides. C'était pire encore quand un soleil clair dardait ses rayons sur l'immense linceul de neige. On aurait voulu alors s'envoler vers les lointains de cette steppe qui commençait sur l'autre rive et s'allongeait vers le sud, comme une nappe infinie, sur un espace de 1500 verstes. Le silencieux, le sévère Almazov se mettait au travail. Nous avions honte de ne pouvoir l'aider selon les règles, mais il faisait exprès de se passer de nous, comme s'il eût voulu nous faire sentir notre complète inutilité. Il faisait exprès de se passer de nous, comme s'il voulait nous faire sentir notre complète inutilité. Le travail consistait d'abord tout simplement à chauffer le four, puis nous apportions ensemble assez d'albâtre pour le remplir. Le jour suivant, l'albâtre était tout à fait calciné et on le retirait du four. Chacun de nous s'emparait alors d'un lourd pilon, remplissait l'albâtre, remplissait, pardon, chacun de nous s'emparait alors d'un lourd pilon, remplissait d'albâtre une caisse à cet effet et se mettait à concasser. Le travail n'offrait aucune difficulté. Le travail n'offrait aucune difficulté. L'albâtre friable s'émiettait facilement et devenait bien vite une brillante poudre blanche. Nous faisions un tel fracas en assenant nos coups de pilon que nous nous admirions. Plus la fatigue grandissait, plus nous nous sentions légers. Le rouge montait à nos joues, notre sang s'accélérait. Almazov alors nous considérait avec la condescendance qu'on aurait pour de petits enfants. Il se mettait à fumer sa pipe d'un air indulgent, mais ne pouvait se défendre de grogner dès qu'il ouvrait la bouche. D'ailleurs, il agissait ainsi avec tout le monde. Au fond, ce devait être un brave homme. On m'employa aussi à faire tourner la roue du tour. Cette roue était grande et lourde. Il fallait beaucoup d'efforts pour la mouvoir, surtout quand le tourneur, un sapeur du génie, fabriquait pour quelques fonctionnaires un balustre d'escalier ou les pieds d'une grosse table, ce qui exigeait une solive presque entière. Dans ce cas-là, un seul homme n'aurait pas eu la force de la mettre en mouvement. On m'adjoignait alors mon camarade B. Ce travail nous revint plusieurs années de suite, chaque fois qu'il y eut quelque chose à tourner. B était un garçon faible et malingre, jeune encore, mais atteint de la poitrine. Il était arrivé au bagne une année avant moi, avec deux compagnons d'infortune. L'un petit vieux, toujours en prière, ce qui lui valait l'estime des forçats, mourut pendant ma réclusion. L'autre robuste et courageux adolescent au teint vermeil avait en cours de route, c'est-à-dire pendant 700 verstes, porté son camarade B, lequel tombait de fatigue au bout d'une demi-étape. Il fallait voir l'affection qu'ils se portaient. B était un homme de belle éducation, de caractère noble et généreux, mais que la maladie rendait irritable.
À nous deux, nous arrivions à faire mouvoir la roue et cet exercice nous intéressait. Je le trouvais excellent pour la santé. J'aimais surtout à déployer la neige après les bourrasques assez fréquentes de l'hiver. Au bout d'une journée, les tourbillons de neige avaient recouvert les casernes, quelquefois jusqu'à mi-hauteur des fenêtres, quelquefois entièrement. Alors, dès que l'ouragan avait cessé et le soleil reparut, on nous envoyait en grand nombre, sinon tous, dégager les bâtiments encombrés par la neige. On nous donnait à chacun une pelle et l'on imposait une tâche, souvent si considérable qu'elle semblait impossible à remplir. Chacun se mettait allègrement à la besogne. La neige poudreuse, point encore tassée, à peine gelée à la surface, s'enlevait par immenses paquets que l'on jetait aux alentours, transformés en nuages de poussière brillante. Les pelles taillaient facilement dans l'épaisseur blanche, miroitant au soleil, et les détenus aimaient ce travail. L'air frais, le mouvement stimulaient leur rire, leurs éclats de voix, leurs plaisanteries. Ils jetaient des boules de neige. Mais au bout d'un instant, les gens raisonnables, ceux qui détestaient le rire et la joie, se mettaient à crier, et l'entrain général finissait d'ordinaire par des injures. Petit à petit, je vis s'élargir le cercle de mes connaissances. De moi-même, je ne les recherchais pas, tant je demeurais inquiet, triste, méfiant. Cela se fit tout seul. Le premier qui vint me visiter fut Petrov. Le premier qui vint me visiter fut Petrov. Je dis visiter, et j'appuie sur ce mot. Petrov appartenait à la section spéciale, laquelle occupait la caserne la plus éloignée de la mienne. Aucun lien, évidemment, ne pouvait exister entre nous. Nous n'avions rien et ne pouvions absolument rien avoir de commun. Cependant, les premiers temps, Petrov se fit comme un devoir de venir presque tous les jours me trouver dans ma chambre ou bien de m'arrêter durant mes promenades quand je marchais derrière les bâtiments, le plus loin possible de tous les regards. Ces visites me furent d'abord désagréables, mais il sut si bien s'y prendre qu'elles me devinrent bientôt une distraction, encore qu'il ne se montra guère communicatif. De taille moyenne, de constitution robuste, adroit, agile, avec un visage pâle assez agréable, des pommettes saillantes, un regard hardi, de petites dents blanches bien serrées, il roulait sans cesse une chique de tabac entre sa gencive et sa lèvre inférieure, habitude gère à beaucoup de forçat. Il paraissait plus jeune que son âge. Il avait 40 ans et on lui en donnait 30. Il me parlait sans gêne aucune et se maintenait avec moi sur un pied d'égalité, tout en faisant preuve de convenance et de délicatesse. S'il remarquait par exemple que je cherchais de la solitude, il me quittait au bout de 2 minutes en me remerciant de la sympathie que je lui témoignais, ce que sans doute il n'avait jamais fait à personne depuis son entrée au bagne.
Chose curieuse, ces relations continuèrent entre nous pendant plusieurs années, sans jamais devenir plus intimes, bien que Petrov me fût effectivement dévoué. Bien que Petrov me fût effectivement dévoué. Aujourd'hui encore, je ne saurais définir ce qu'il venait exactement chercher auprès de moi et ce qui me valait chaque jour l'honneur de sa visite. Il lui arriva de me voler, mais sans le vouloir, et il ne m'emprunta presque jamais d'argent. Ce n'était donc pas l'intérêt qui le faisait agir. Je ne sais trop pourquoi, il ne me semblait pas vivre dans notre bagne, mais au loin, en ville, dans une autre demeure, tant il avait l'air d'arriver par hasard pour prendre des nouvelles, savoir ce que je devenais. Je ne sais trop pourquoi, il ne me semblait pas vivre dans notre bagne, mais au loin, en ville, dans une autre demeure, tant il avait l'air d'arriver par hasard pour prendre des nouvelles, savoir ce que je devenais, s'informer de notre manière de vivre à tous. Il se dépêchait toujours comme quelqu'un qui se sait attendu pour une affaire pressante, laissée en suspens. Et pourtant, il ne se hâtait pas du tout. Son regard, quelque peu audacieux et moqueur, avait une étrange fixité. Il regardait au loin et par-dessus les objets, comme pour distinguer à travers les choses ce qui se trouvait au-delà. Il avait toujours l'air distrait. Quelquefois, je me demandais où donc va Petrov en me quittant? Où est-il si impatiemment attendu? Mais il se rendait tout bonnement dans une des chambrées ou des cuisines, et là, s'approchant d'un groupe de causeurs, il écoutait avec attention, s'enflammait, disait son mot, puis s'arrêtait net et se taisait. Mais qu'il me parlât ou qu'il se tût, on voyait toujours qu'il ne restait qu'en passant, qu'il l'avait à faire ailleurs et qu'on l'attendait. Le plus étrange, c'est qu'il n'avait jamais la moindre occupation. Il ne faisait absolument rien, en dehors des travaux imposés, bien entendu. Il ne connaissait aucun métier et n'avait presque jamais d'argent, ce qui d'ailleurs ne l'attristait point. Et de quoi parlait-il? Sa conversation était aussi bizarre que sa personne. Me voyait-il par exemple arpenter, me voyait-il par exemple arpenter la cour derrière les casernes? Il faisait une brusque volte-face. Me voyait-il par exemple arpenter la cour derrière les casernes? Il faisait une brusque volte-face pour venir de mon côté. Il marchait toujours à grands pas, et ses demi-tours étaient si rapides qu'on pouvait croire qu'il courait. Bonjour, bonjour, je ne vous dérange pas. Pas du tout. Voilà, j'ai quelque chose à vous demander à propos de Napoléon. C'est un parent de celui qui est venu chez nous en 1812. Petrov, ancien enfant de troupe, savait lire et écrire. Tout juste. Et alors on dit qu'il est président? Qu'est-ce que c'est que ça? Il posait toujours des questions brusques et, il posait toujours des questions brusques et saccadées. On aurait pu croire qu'il avait besoin d'être informé le plus rapidement possible sur une affaire de toute importance et qui ne souffrait aucun délai. Je lui expliquais quel genre de président était Napoléon, et j'ajoutais que sans doute il allait bientôt devenir empereur. Comment cela?
Je lui ai expliqué la chose dans la mesure du possible. Petrov écoutait avec une attention soutenue, l'oreille penchée de mon côté et comprenant les choses très rapidement. Je voudrais aussi vous demander, Alexandre Petrovitch, est-ce vrai ce qu'on dit qu'il y a des singes aussi grands que des hommes, avec des bras qui tombent jusque devant les pieds? Oui, c'est vrai. Et comment sont-ils? Je lui dis ce que je savais là-dessus. Et où vivent-ils? Dans les pays chauds, dans l'île de Sumatra. En Amérique, n'est-ce pas? Là où on se dit que les gens marchent la tête en bas. Pas la tête en bas, c'est aux antipodes. Et je lui ai expliqué ce qu'était l'Amérique et les antipodes. Il m'écouta avec la même vive attention, comme s'il n'était venu à moi que pour me poser cette question. À propos, dites-moi, l'année dernière, j'ai lu l'histoire de la comtesse de la Vallière. Arefieff avait apporté le livre de chez l'officier d'ordonnance. Est-ce une histoire vraie ou bien est-elle inventée? L'auteur s'appelle Dumas. Évidemment de l'invention. Allons, au revoir. Merci beaucoup. Et Petrov disparut. À dire vrai, nous n'avons presque jamais conversé autrement. Je pris des informations sur son compte. Lorsqu'il apprit cette fréquentation, M me mit en garde. Il m'affirma que si beaucoup de forçats avaient soulevé l'horreur en lui, surtout au début, aucun, pas même Gazine, n'avait produit sur lui autant d'impression que Petrov. C'est le plus décidé, le plus redoutable des bandits, me dit-il. Il est capable de tout. Rien ne l'arrêtera dès qu'il aura le moins de caprice à satisfaire. Il vous égorgera s'il en a la fantaisie. Oui, il vous assassinera sans sourcil et sans remords. Je crois même qu'il n'a pas toute sa raison. Cette déclaration m'intéressa beaucoup, mais M fut incapable de m'expliquer pourquoi il voyait les choses ainsi. Et, fait curieux, depuis lors j'ai vu Petrov, et j'ai conversé avec lui presque tous les jours, car il m'était fort attaché. Je ne sais trop pourquoi. Il menait une vie tranquille et sage, sans commettre aucun acte répréhensible. Pourtant, chaque fois qu'il s'approchait, je ne pouvais ni le regarder, ni lui parler, sans me dire que M avait vu juste, que Petrov était bien l'homme le plus intrépide, le plus redoutable, le plus difficile à maîtriser de tout le bagne. Et pourquoi une semblable innée, je n'en sais absolument rien. Petrov était précisément le forçat qui avait voulu tuer le major quand on l'appela pour subir les verges. J'ai raconté que le major, sauvé par miracle, selon l'expression des détenus, se retira juste avant le moment de la punition. Une autre fois, avant qu'il fût un bagnard, son colonel le frappa pendant la manœuvre. Sans doute l'avait-on battu bien des fois auparavant. Mais cette fois-là, il n'était pas d'humeur à l'endurer. Il embrocha son colonel ouvertement en plein jour, devant le front des troupes déployées.
J'ignore les détails de l'histoire, car il ne m'en n'a jamais parlé. Cependant, ces explosions, ces explosions, où la vraie nature apparaît en entier, étaient très rares chez lui. Il demeurait en réalité raisonnable et paisible. Ses passions bouillaient, fortes, indomptables, mais un peu de cendre couvrait les charbons ardents. Jamais je ne remarquai en Petrov, comme chez tant d'autres forçats, l'ombre de vanité ou de fanfaronnade. Il se querellait rarement, n'avait de relations amicales avec personne, sauf avec Sirotkin, et seulement quand il avait besoin de lui. Cependant, je le vis déchaîné un jour, où on l'avait offensé en lui refaisant. Cependant, je le vis déchaîné un jour où on l'avait offensé en lui refusant ce qu'il réclamait. Son antagoniste était un condamné civil, Vassili Antonov, une sorte d'Hercule méchant, chicaneur, goguenard et point du tout lâche. Ils crièrent longtemps, et je pensais que la querelle finirait comme toutes celles de ce genre par de simples horions, car Petrov en venait parfois au coup, comme le dernier des galériens. Mais l'affaire prit un tout autre retour. Soudain, Petrov blêmit, ses lèvres se prirent à trembler, à bleuir, sa respiration devint haletante. Il se redressa et lentement, très lentement, sans bruit, sur ses pieds nus. En été, il aimait à marcher nu-pied. Il s'approcha d'Antonov. Instantanément, le vacarme et les cris de la chambrée firent place au silence. On aurait entendu voler une mouche. Chacun entendait. Attendait. Chacun attendait. Antonov bondit à la rencontre de Petrov, qui n'avait plus face humaine. Je ne pus supporter la scène et je sortis. J'étais sûr qu'avant d'atteindre le seuil, j'entendrais le hurlement d'un homme égorgé. Mais il n'en fut rien. Avant que Petrov lui empoignait, Antonov lui jeta sans un mot l'objet en litige, un vieux bout de doublure. Au bout de 2 minutes, Antonov se mit à jurer, mais pas trop, simplement par acquis de conscience, pour ne pas déranger aux habitudes, pour montrer qu'il n'avait pas eu peur. Quant à Petrov, il n'accorda aucune espèce d'attention à ses jurons, n'y répondit même pas. L'affaire ne consistait pas en paroles. Il avait repris le chiffon dont il avait besoin. Il le tenait ferme. Le reste importait peu. Un quart d'heure plus tard, il rôdait, comme d'habitude, l'air complètement désœuvré, à la recherche d'un groupe, à la recherche d'un groupe où l'on dirait des choses intéressantes, où il pourrait mettre son nez. Tout semblait l'émouvoir. Néanmoins, dans le fond, il restait indifférent à tout, et traînait sans cesse son désœuvrement d'un coin à l'autre du bagne. On aurait pu le comparer à un de ces ouvriers vigoureux devant qui le travail fond, mais qui s'assied et se met à jouer avec de petits enfants tandis qu'on lui en prépare. Je comprenais pas pourquoi il restait là, pourquoi il ne s'évadait pas. Il n'aurait pas hésité à le faire, si seulement il y avait réfléchi. La raison ne gouverne les êtres comme Petrov qu'autant que la volonté dort en eux, car s'ils désirent quelque chose, rien ne saurait leur faire obstacle.
Je suis convaincu qu'il aurait su s'évader adroitement, tromper tout le monde, et passer ensuite une semaine sans manger dans la forêt ou dans les joncs de la berge. Mais évidemment, l'idée ni le désir ne lui en étaient encore venus. Je n'ai jamais remarqué en lui ni de jugement solide, ni beaucoup de bon sens. Ces gens-là naissent avec une idée qui les fait balloter d'un lieu à un autre sans qu'ils s'en rendent compte. Ils errent ainsi tant qu'ils n'ont rien rencontré qui éveille leur violente convoitise. Mais le moment venu, ils ne marchandent pas leur tête. Je m'éloignais quelquefois de voir cet homme qui peut, pour se venger d'une correction, avait égorgé son colonel, supporté si docilement les verges, car il les subissait chaque fois qu'on l'attrapait à introduire de l'eau de vie, entreprise à laquelle il s'aventurait de temps en temps, comme tous les sans-métiers. Il s'étendait alors docilement pour recevoir les coups, comme si il se reconnaissait coupable. Autrement, plutôt que de s'étendre, il se serait fait tuer. Je m'étonnais aussi quand Déby, je m'étonnais aussi, pardon, je m'étonnais aussi qu'en dépit de son visible attachement pour moi, il ne put se retenir de me voler. Cela le prenait comme une quinte de tout. Il me déroba ainsi ma Bible que je lui avais remise pour la rapporter à ma place. Bien qu'il n'eût que quelques pas à faire, il trouva moyen de dénicher un acheteur, de la vendre et d'en boire l'argent. Sans doute éprouvait-il alors une forte envie de boire qu'il lui fallut satisfaire à tout prix. À ces moments-là, un être pareil est capable d'assassiner pour une pièce de 25 kopecks uniquement pour se procurer de l'eau de vie. En toute autre occasion, il dédaignerait une centaine de mille de roubles. Le soir même, il m'avoua son vol. Mais sans l'ombre de confusion ou de regret, avec une complète indifférence, comme un incident ordinaire. J'essayais de le gronder un peu. J'essayais de le gronder un peu, car ma Bible me manquait. Il m'écouta sans se fâcher, tout tranquillement. Il reconnut que la Bible est un livre très utile. Il regretta d'un air sincère la perte que j'avais faite, sans se repentir cependant de son vol. Il me regardait avec une telle assurance que je cessais mes reproches. Il les avait supportés, jugeant certainement que son acte les appelait, que les injures soulagent l'âme, mais qu'au fond, un homme raisonnable n'aurait pas dû prendre garde à pareille bagatelle. Je crois d'ailleurs qu'il me considérait comme un gamin qui ne comprend rien aux choses les plus simples de ce monde. Si par exemple si par exemple je me mettais à lui parler d'autre chose que de science ou de livres, il me répondait, mais par pure politesse et en quelques mots brefs. Je me suis souvent demandé ce qui l'intéressait dans ces livres sur lesquels il me questionnait. Il m'arrivait, durant nos conversations, de lui glisser un coup d'œil à la dérobée pour voir s'il ne se moquait pas de moi. Mais non, il écoutait sérieusement, bien qu'avec une attention peu soutenue, ce qui parfois m'ennuyait.
Il posait ses questions avec netteté, avec précision, et ne semblait jamais ni surpris, ni embarrassé par les explications que je lui fournissais. Sans doute sans doute avait-il décidé, une fois pour toutes, qu'on ne devait pas me parler comme à tout le monde, et qu'en dehors des livres, je ne comprenais rien par contre. Je suis certain cependant qu'il m'aimait, et cela m'a toujours surpris. Me prenait-il pour un enfant, pour un homme incomplet? Ressentait-il à mon égard cette espèce de compassion que les forts éprouvent pour les faibles? Je n'en sais rien. Tout cela ne l'empêchait pas de me voler, et j'en suis sûr de me plaindre au moment même où il perpétrait son acte. Et après tout, se disait-il sans doute, en s'emparant de mon bien, ça lui apprendra à défendre ses affaires. Laisse pas traîner tes affaires. Mais peut-être aussi m'aimait-il à cause de cela. Il me déclara lui-même une fois, comme malgré lui, que j'avais l'âme trop bonne. Vous êtes si simple que ça fait pitié. Ne le prenez pas en mal, Alexandre Petrovitch, ajouta-t-il un instant après. Je vous le dis sans mauvaises intentions. Ces individus-là, ces individus-là ont quelquefois l'occasion de se montrer brusquement, complètement. J'entends aux minutes de trouble ou de révolution. N'ayant pas le don de la parole, ils ne deviennent jamais des inspirateurs. Ils se font exécutants. Ils mettent les choses en train. Ils agissent en toute simplicité et sans tapage. Ils se lancent les premiers sur l'obstacle, sans réflexion, sans crainte. Ils se jettent tout droit sur les baïonnettes, et chacun à leur suite se précipite aveuglément jusqu'au pied du mur, où d'ordinaire ils perdent la vie. Je ne crois pas que Petrov finisse bien. Il périra un jour ou l'autre de mort violente. Cela ne lui est pas encore arrivé, parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Qui sait d'ailleurs s'il n'aura pas un jour des cheveux blancs, s'il ne mourra pas paisiblement de vieillesse, après avoir erré sans but par le monde. Mais à mon avis, M avait raison de considérer Petrov comme le plus redoutable des habitants du bagne.